Adesso chiamiamo Dominique Garcia, che ci parla della Francia meridionale. Anche io dunque con piacere ringrazio Marco Vendetti, la dottoressa Elisabetta Alba e tutti gli organizzatori per l'invitazione. Il mio italiano dunque è brutto, dunque parlare piano in francese. La zone dont je vais parler, c'est le sud de la France. Ça n'a pas du tout la richesse de la Méditerranée orientale et centrale, l'intérêt des origines. On va voir qu'on est dans cette zone-là, dans un véritable Far West, on va dire, d'un point de vue de l'urbanisation de la Méditerranée. On est dans une sorte de corne, un endroit un peu retiré, concernant les influences phéniciennes et bibliques que l'on vient de voir, les influences grecques jusqu'à la Méditerranée centrale et le sud de l'Italie, et les influences étrusques qui se répandent relativement rarement dans cette région-là. Donc on va avoir une phase d'urbanisation tardive et qui va être mêlée, on va voir d'autres influx, d'autres impacts. Quand cette urbanisation va naître vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, au 6e siècle avant Jésus-Christ, cette urbanisation qui doit beaucoup aux influences méditerranéennes arrive dans une période d'évolution continue mais lente des populations locales. C'est-à-dire, je vais passer rapidement, mais les données archéologiques montrent que durant l'âge du bronze, on avait dans ces régions-là une dynamique d'urbanisation qui commençait à se mettre en place, mais moins forte, moins dynamique que dans d'autres régions de la Méditerranée. On va voir que ce qui va provoquer la dynamique d'urbanisation dans le milieu de la France, ce sont essentiellement l'arrivée de la sidérurgie, la maîtrise du fer, les échanges commerciaux phéniciens, étrusques et grecs, et les contacts interethniques qui vont avoir comme conséquence le développement des productions locales, essentiellement les productions céréalières, une croissance démographique relativement forte avec la création justement de ces premières villes, et un développement des échanges qui va mettre en place une économie marchande. Donc en fin de compte, c'est des influx, des impacts tardifs qui vont développer cette urbanisation. Avant l'urbanisation, on avait dans cette région des populations du bronze final, on va dire au 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, qui correspondent non pas à des groupes ethniques, on ne peut pas les définir, mais à de grands ensembles culturels qui vont de l'Italie jusqu'à la Catalogne, jusqu'à la péninsule ibérique. Et donc des grands groupes culturels ont été définis qui préexistent au développement urbain qu'on va connaître pendant l'âge du fer. Ces populations de l'âge du bronze ou du tout début de l'âge du fer correspondent à des habitats, des gisements, des établissements de très petites étendues, moins d'un hectare. Ça regroupe généralement 10, 20, 30 maisons qui ne sont pas, à proprement parler, agglomérées. On a affaire à des maisons qui sont séparées, comme ici sur le site de la Litière. Ces gisements, en plus de ne pas être agglomérés, sont des gisements qui ne sont pas totalement sédentarisés. On imagine qu'il y a des relations entre des sites du littoral et ceux de l'arrière-pays, une zone de complémentarité avec des populations qui sont semi-sédentaires, essentiellement liées à l'élevage, donc des pratiques pastorales.
Et donc on a comme ça des petits campements, des petits établissements pendant le bronze final entre le littoral lagunaire et les ressources de l'arrière-pays, y compris quelques petites ressources en cuivre qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu ce matin à Chypre. Les formes de l'habitat avant le développement urbain sont essentiellement des maisons à abside, comme on en connaît un peu partout en Méditerranée. Des maisons en matériaux périssables et en abside. Ça, c'est la reconstitution qui a été faite à Russino, près de Perpignan, donc dans les Pyrénées. À partir de bases archéologiques, voilà à quoi ressemblaient les traces de cette maison absidiale. Donc voici la restitution en plan et la proposition de restitution qu'on a vue tout à l'heure donc sur cette image. Donc des petites agglomérations comme ici à Mayak, avec ces maisons absidiales, sans processus démographique important, sans processus urbain, sans agglomération au sens strict du terme. Et ce qui semble constituer le lien entre tous ces petits établissements, c'est essentiellement la présence de sanctuaires ou de nécropoles qui, elles, ont une fonction ethnique importante. On a des nécropoles relativement vastes et des petits habitats liés à ces nécropoles qui sont plus étendus. Et donc, mettons sur le site de Mayak, on voit dans l'Aude, on voit un petit habitat et une nécropole de plusieurs milliers de tombes qui n'a rien à voir avec la surface de l'habitat qui est beaucoup plus régulière. Donc des nécropoles fédérales, au sens strict du terme, des villes des morts, mais auxquelles ne correspondent pas des villes des vivants, on a juste des petits établissements. Autre aspect paradoxal, ici vous avez le plan de la nécropole d'Agde, dans la basse vallée de l'Hérault, avec le plan d'une de ces tombes, et on s'aperçoit que avant les processus d'urbanisation, avant le développement des villes, les nécropoles, elles, formaient une sorte d'organisation relativement bien gérée, avec des tombes organisées en îlots séparés par des voies de circulation. Donc avant le processus d'urbanisation, il y avait une gestion de l'espace qui se faisait essentiellement par les tombes. Tout ça pour gommer un peu la vision d'il y a 20-30 ans, où on parlait d'un habitat lié à l'hellénisation, comme si les populations indigènes étaient incapables de concevoir une gestion de l'espace ou un regroupement ou une organisation. On s'aperçoit qu'en fin de compte, elles étaient capables de le faire dans le domaine religieux, dans le domaine des morts, mais par contre, ça n'existait pas dans le domaine des villes, parce qu'on avait un système économique autre, essentiellement basé sur le pastoralisme. Les choses vont bouger dans le courant du 7e siècle. Et on l'a dit ce matin, le midi de la France, à partir des années 675, fonctionne dans un mouvement de méditerranéisation, de manière tardive, mais on va rentrer dans ce mouvement de méditerranéisation dont on a les premiers témoignages avec le mobilier importé dans le midi de la France, essentiellement dans les tombes, des rapports avec l'Italie du Sud ou l'Étrurie, qui vont faire rentrer progressivement cet espace européen dans la sphère méditerranéenne, avec des modes de vie spécifiques qui sont les modes urbains. Alors la grande date, mais plus symbolique, bien entendu, que réelle, c'est la fondation de Marseille en 600 avant Jésus-Christ, qui va marquer bien entendu une présence grecque méditerranéenne dans la région, mais dont l'impact est sans doute à relativiser aujourd'hui. En fin de compte, le processus urbain est beaucoup plus large et pas uniquement lié à la présence de Marseille, donc la puissance sera essentiellement maritime et peut-être pas terrestre. Dans les processus d'agglomération des populations, de regroupement des populations dont va surgir les grandes villes, l'aspect religieux aujourd'hui est remis en avant. Dans de nombreuses cités du VIe siècle avant Jésus-Christ, des cités indigènes, on a retrouvé dans les fondations du rempart, dans les fondations de la Cinta Muraille, de la fortification, on a retrouvé des traces de stèles
aniconiques la plupart du temps, il y a des épigraphes, qui sont les témoignages de sanctuaires antérieurs. Il semblerait que donc les populations, les processus de synécisme aient eu lieu sur des sanctuaires fédérateurs antérieurs aux agglomérations en tant que telles. On le voit là dans les fondations de ce rempart, une ville du VIe siècle, qui comprend toute cette série de stèles. Et en ce sens-là, le rempart porterait également un élément symbolique. Il regrouperait les populations qui auparavant étaient dispersées sur le territoire, mais également il marquerait la limite de la ville et il protégerait les populations avec cet aspect symbolique. Voilà ce type de stèle qu'on retrouve avec des décorations essentiellement guerrières, héroïques, ces représentations de guerriers avec leurs grandes lances. Et on voit apparaître en même temps que les villes une première statuaire, moins belle que celle que nous devrions voir à cette heure et trouver en Sardaigne, mais une statuaire qui se développe à partir du début du VIe siècle et qui marque l'émergence de lignées relativement fortes de mythes locaux qui vont permettre d'asseoir ce développement urbain. Alors ce développement urbain, comme ici sur Latte, il vient, je le disais, d'un regroupement de populations auparavant dispersées sur le territoire, généralement dans une bande littorale, à moins de 30 ou 40 km du littoral, d'entre-terre ou à l'intérieur des terres, on n'a quasiment pas de ville ou d'agglomération. Ce processus, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, sur le littoral, on arrive assez bien le lire, et on va rapidement arriver à des formes de proto-urbanisme, d'urbanisme, avec l'agglomération de maisons. Et on va avoir la mise en place d'habitats en bordure du littoral, qui vont avoir des apparences urbaines, avec un regroupement, la présence d'une enceinte, et des sites en dehors du phénomène urbain, donc plus dispersés dans l'arrière-pays. Donc un système de réseau entre le littoral et l'arrière-pays, auquel correspondra des réseaux de communication vers l'intérieur des terres. Donc on peut dire que la phase d'urbanisation en Gaule méridionale est essentiellement liée au contact avec la Méditerranée, un processus de méditerranéisation, et de contrôle des espaces économiques vers le centre de l'Europe, via la vallée du Rhône notamment. Et ce processus va progressivement se structurer au VIe siècle, au 5e, au 4e siècle, le long des vallées, par exemple ici la vallée de l'Hérault, avec le site d'Agde dont on a vu tout à l'heure, et toutes ces séries de gisements qu'on appelle des oppida, et qui vont se diffuser de manière régulière le long des vallées qui sont des vecteurs importants de l'urbanisation. La première agglomération proto-historique du Midi, c'est le site de Tamaris, qui se trouve à portée de vue de Marseille, et dans lequel les fouilles permettent de dégager les traces d'habitation, de remparts et d'habitation, et dans lequel on a véritablement, presque comme dans un manuel, une lecture de ces processus d'urbanisation. On voit les fameuses maisons à abside que nous avions tout à l'heure, qui vont se regrouper comme ça, passer d'une architecture en matériaux périssables, en terre et en bois, à une architecture qui va être en dur. On va trouver des maisons absides en pierre, et ces maisons, plutôt que d'être dispersées, elles vont être regroupées avec des méthodes un petit peu expérimentales. C'est-à-dire ici, vous avez une maison abside accolée à une autre maison abside, séparée par un petit androne. Donc on aura une phase de regroupement de l'habitation et ensuite une phase d'agglomération avec des îlots et des murs qui séparent les pièces. Donc un processus progressif sur une ou deux générations entre 600 avant Jésus-Christ et 550 avant Jésus-Christ. Ce processus, je vous le disais tout à l'heure, est essentiellement littoral, de la Catalogne jusqu'à la Ligurie. Ce que vous avez ici en bleu, c'est les habitats importants
en pierre. Dès que l'on va, vous voyez ici l'échelle, à 50 km dans l'arrière-pays, ce processus n'existe plus. On n'est pas comme dans le cas sicilien ou d'Italie du Sud. Là, le processus est essentiellement littoral. On voit que l'urbanisation manque de dynamisme par rapport à ce qu'on retrouve dans notre région. L'architecture va être en pierre, mais également en briques, en adobe, en briques de terre crue. Sans doute que cette technique de l'adobe, là aussi, va être empruntée soit au monde phénico-punique via le monde ibérique, soit à des expériences étrusques. On voit qu'on a là des interventions récentes de cette architecture en terre crue. Voilà les restitutions des maisons que l'on peut proposer pour le Midi de la France à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, et des plans variables de ces maisons dans lesquelles la terre va prendre une place relativement importante, parfois, comme ici sur l'Atte, décorée avec des coquillages selon des motifs d'inspiration celtique français. Ce dynamisme d'urbanisation va être directement lié, on va le voir tout de suite, à un développement économique et notamment au développement des pratiques agraires, notamment de la céréaliculture. L'habitat sédentaire passe d'une économie essentiellement pastorale à une économie qui va être essentiellement agraire et, semble-t-il, une économie de céréales qui va diffuser vers la Méditerranée. En ce sens-là, il y a une double méditerranéisation, une méditerranisation des populations locales qui vont vivre comme ailleurs en Méditerranée avec le retard, et une part de ces productions locales qui vont alimenter peut-être les cités de la Méditerranée avec un développement fort des productions céréalières. Donc la campagne est directement liée à ce développement urbain. Une vue exotique de ces peuplements. Et puis voilà, à Martigues, le type de maison extrêmement peuplée marquant la population indigène et les échanges avec ses enfants de Marseille. Le plan ici modélisé de ces villes proto-historiques n'a rien à voir avec les belles choses qu'on a pu voir dans le monde grec, dans le monde oriental, même à des périodes bien plus anciennes. La topographie est étrange. Il n'y a pas de centre public, on n'a pas de bâtiment public, sauf exception, et la circulation ne se fait pas vers un espace central, politique ou religieux, mais on a essentiellement des voies de communication qui diffusent vers les quartiers, et donc l'espace urbain n'est pas en soi un rôle politique et religieux à travers l'élément monumental. Mais peut-être, on l'a vu, que comme le rempart lui-même contenait des offrandes, notamment ces ex-voto, peut-être que l'enceinte elle-même est un espace religieux, et peut-être que la ville est un espace religieux en tant que tel. De nombreuses agglomérations du Midi de la France portent pour nom ce qui est un théonyme. Le cas de Nîmes, Némosos, c'est la ville du dieu Nem, Glanum, c'est la ville de Gland. Donc on a peut-être des dieux topiques qui sont à l'origine de l'émergence de la ville en tant que telle et qui porteraient comme ça cette dimension religieuse peu visible chez les Celtes par des aspects monumentaux. Donc voilà le modèle et voilà l'expression archéologique avec le site de Martigues. Vous voyez, les maisons appuyées directement comme dans le rempart, comme on a vu ce matin, à des phases très anciennes dans des régions plus orientales, et la rue qui permet la circulation vers ces espaces. Et on peut le voir sur des plans bien plus importants, comme le site de l'Atara, près de Montpellier, dans lequel on a le rempart, les quartiers d'habitation, et la voie qui permet comme ça de circuler pour aller diriger, irriguer les quartiers sans avoir un rôle important d'un point de vue centralisateur vers un pôle politique ou un pôle religieux. Je le disais, je ne vais pas faire rapidement, mais c'est sans doute le développement de la production céréalière qui montre le dynamisme de ces centres urbains. Sur tous ces centres, on voit une activité de stockage très importante et un développement important des capacités de stockage des villes qui correspond
vers le VIe siècle à l'impact du commerce marseillais. Donc des importations grecques essentiellement qui arrivent vers ces sites et un développement de la céréaliculture probablement bénéficiant au monde méditerranéen. On voit ici le développement des amphores qui suit la consommation de vin qui suit la production des céréales. Et cette consommation de vin, on peut le lier bien entendu au développement de Marseille, dans lequel on a trouvé les tranchées de plantation de la vigne de Marseille, donc on a les vignobles de Marseille, on va dire, et les champs de céréales des populations indigènes. Et ce même développement, on peut le lire même en termes démographiques, c'est des expériences qu'on a tentées récemment. La nature de ces sites permet d'imaginer, donc de calculer l'évolution démographique, non pas en nombre strict de la population, pas quantifier, pas dénombrer les populations, mais essayer de connaître leur évolution. Et ainsi, donc, en prenant chacune des maisons comme étant un contenant, et en calculant l'évolution du nombre des maisons sur tout le territoire, on peut essayer de voir en quoi le processus d'urbanisation a sa propre dynamique et connaître comme ça l'évolution démographique des maisons. La courbe que vous voyez, c'est le nombre de maisons dans la zone provençale. Donc on voit la fondation de Marseille et au même moment le développement de ces maisons, c'est-à-dire que les populations locales, la zone provençale devient attractive, les populations locales viennent dans la région de Marseille et ce développement urbain est lié à un essor démographique normal, plus un apport de population de l'arrière-pays. Voilà, ça c'est la courbe normale d'évolution démographique. Et ici, vous avez en fait de compte le surplus d'évolution démographique qui est lié très sensiblement à un apport de population étrangère. Alors, le dossier de l'urbanisation en Gaule méridionale, c'est donc les populations indigènes au contact de la Méditerranée. Pendant longtemps, on a mis en avant le dossier de Marseille, mais sur le site de l'Atara, de Latte, dont je vous ai déjà parlé, dans la région de Montpellier, en Languedoc, voilà la mer, la lagune, le site de Latte, près de Montpellier. La fouille de Latte a montré que, en plus de l'impact traditionnel marseillais, il y avait probablement un impact étrusque qui n'avait pas été perçu jusqu'à présent, et que les fouilles de Latte, dans les niveaux les plus anciens, permettent de percevoir. Dans les niveaux du VIe siècle avant Jésus-Christ, on a découvert des maisons dans lesquelles les amphores étrusques étaient nombreuses, parfois avec des marques peintes sur ces amphores, mais également du bouqueiro, ce qui est normal, mais également de la céramique commune, étrusque, abondante, avec des graffitis, et que donc, un site comme Latte avait un peuplement d'origine étrusque important dans certaines de ces maisons, ici, pour le voir. Voilà par exemple la localisation d'une de ces maisons dans laquelle on a retrouvé des amphores étrusques, des maisons construites en adobe avec un plan très régulier. Une tombe étrusque avec un strigide, un bassin, un poignard, une incinération placée dans une... et qui témoigne donc de cette présence étrusque à Latte, donc un autre facteur méditerranéen que le facteur grec traditionnellement apporté. Autre élément d'urbanisation qui se fera à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'émergence dans ces villes de maisons à cour intérieures qui montrent probablement une hiérarchie sociale plus importante et un facteur de méditerranéisation avec, au milieu de ces quartiers, de l'émergence de maisons à cour, comme ici dans différents quartiers, qui témoignent
donc de nouvelles influences méditerranéennes et de l'émergence d'un groupe plus fort au sein des populations indigènes. C'est d'ailleurs dans ces maisons, près de la zone portuaire, où on a parfois retrouvé des ensembles monétaires importants, donc une élite, on va dire, commerciale, qui va influencer les populations locales par ces constructions de type méditerranéen. Et dernier élément, montrer que dans ces villes méridionales, en dehors du schéma grec, en dehors du schéma étrusque, se développe aussi un mode de gestion de l'espace typiquement local. Ici, par exemple, sur le site de Nage, où on a des quartiers d'habitation sur lesquels on peut voir une évolution métrologique des quartiers. Et cette évolution de ces quartiers d'habitation correspond en fin de compte à l'application de modules extrêmement précis qui témoignent donc de schémas d'urbanisme qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît dans le monde grec ou dans le monde indigène. Voilà les différents dossiers pauvres par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, que l'on rencontre dans le Midi et que je voulais vous faire partager. Voilà, merci bien.